Merci à vous d'être venus. Comme vous pouvez le voir à mes habits, je tourne cette vidéo tout de suite après la précédente vidéo. Donc commencez même pas à dire que je pue ou que je change pas de t-shirt ou quoi. Après avoir abordé les lost media qui étaient presque perdus, un petit peu perdus, mais où on pouvait quand même avoir des pistes, là on va parler des lost media qui eux pour le coup sont vraiment des lost media, c'est-à-dire qu'ils sont complètement introuvables. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti. Alors c'était stylé ce que je viens de faire là. Non. The Bottle. Bon, on va revenir sur Araki un petit peu. Avant qu'Araki ne devienne célèbre grâce à Jojo Bizarre Adventure, son premier travail en tant que mangaka fut en 78 pour The Bottle. Pour La Bouteille, un manga one-shot perdu aujourd'hui. Il est possible que l'histoire se déroule dans le Far West et mette en scène des cow-boys avec un personnage habillé de vieille tenue. En tout cas, ce sont les seules infos qu'on a sur ce one-shot. A l'époque, l'œuvre elle était destinée à concourir pour le 14e prix Tezuka dans le premier numéro du Shonen Jump, encore lui, en 78. Cependant, en raison de la défaite d'Araki, ce one-shot du coup il sera pas publié et il va disparaître. La seule trace qu'on a et qui nous confirme que ce one-shot existe, c'est cette image qui a été publiée dans le magazine du coup, qui listait en fait les candidats participants. Et on a du coup notre très cher personnage principal du one-shot. Aucune copie ni quoi que ce soit de l'histoire existe, à l'exception du seul one-shot qui restait imprimé. Sauf qu'on sait pas si c'est Araki qui l'a ou si c'est les jurys ou qui que ce soit. Et comme il est difficile, voire impossible de contacter Araki sur les réseaux sociaux, il est possible que ce one-shot soit perdu pour de bon. Hiroshi Motomiya disait ceci de Araki. Parmi ceux-ci, je suis intéressé par une histoire originale de l'artiste de The Bottle. Compte tenu de son âge, on peut dire sans risque de se tromper qu'il est un nouveau venu très intelligent et prometteur. Les scènes coupées de Dragon Ball Super Broly. On va reparler de Dragon Ball aussi un petit peu là. Lorsque le film Dragon Ball Super Broly est sorti au cinéma en 2018, même si il a en majorité séduit, notamment avec son combat final avec des personnages que tout le monde kiffe, à savoir Gogeta et Broly, si t'as pas vu le film c'est pas mon problème, et son début de scénario qui était très très cool aussi, qui approfondissait un petit peu le lore des Saiyans, ces derniers ont pointé du doigt le fait que l'intrigue allait quand même assez vite. On sentait qu'il manquait du contenu ou des informations dans l'histoire, un peu comme si le film avait été amputé d'une partie de son scénario. Pendant la production du film Dragon Ball Super Broly, il y a une rumeur qui courait selon laquelle l'un des scripts du film durait plus de 2 heures. Et en effet, les fans auront raison, puisque c'est le réalisateur Tatsuya Nagamine qui confirmera qu'il existe des scènes coupées du film. Dans une interview, il va révéler qu'il restait environ 70 minutes de contenu de scénario et de script laissé au studio. Nagamine aurait pris le scénario qui a été écrit par Akira Toriyama, paix à son âme, et il aurait travaillé dessus avec 2 collègues pendant près de 2 mois, aboutissant à presque 3 heures de film. C'est long 3 heures, c'est 2 fois un film. Du coup, vous en doutez, ils ont dû couper plus d'1 heure de contenu pour le montage final du film, par souci de temps et de budget. On s'en doute bien, ils allaient pas animer des scènes pour pas les garder, ce serait débile. Une grande partie de ce contenu supprimé devait avoir lieu avant le combat final de fin. Ça veut rien dire ce que je dis, tiens. Apparemment, certaines scènes coupées évoquaient un combat entre Raditz et Nappa, et un moment mettant en lumière l'enfance de Raditz et de Vegeta. Donc ouais, ils ont coupé du scénario en fait. C'est un bon résumé en vrai de ce que devient Dragon Ball. On supprime des moments d'histoire qui peuvent être éventuellement intéressants pour le scénario et tout, et on te laisse presque 1 heure de combat insupportable avec un mec qui gueule pendant 40 minutes. Au secours quoi. J'ai bien aimé le combat, mais franchement c'est long. Tous les jours, Nick, DBS et l'extrême droite. La pub One Piece en collaboration avec Star Wars. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer One Piece, je pense que vous connaissez, par pitié, dites-moi que vous connaissez. Mais bref, en 2015, pour la promotion à la fois du film One Piece Gold et le Star Wars Le Réveil de la Force, il y a une publicité promotionnelle qui a été diffusée avant ces 2 films au cinéma, où on pouvait voir l'équipage du chapeau de paille déguisé en personnage de Star Wars, qui se rendent dans le cinéma pour aller voir justement le film. Zoro aurait eu une épée ressemblant à un sabre laser, et Usopp dirait « Je suis ton père ». La publicité ayant été diffusée uniquement à ce moment-là, elle quittera jamais les salles de cinéma et ne fera jamais surface en ligne et ne sera jamais publiée sur un support physique. Néanmoins, il y a une seule image de la pub qui a atterri sur internet, une seule. Et c'est la seule preuve qu'on a de l'existence de cette pub.
Dans l'ordre des déguisements, on a Luffy et Zoro en Jedi, Nami en Leia version esclave, Usopp dans le rôle de Dark Vador, Sanji en Han Solo, Chopper dans le rôle de Yoda, Robin en Princesse Leia, et Franky dans le rôle de Chewbacca, et enfin Brook dans le rôle de C3PO. Toriko capture The Barbarian Island. J'en ai marre de l'anglais. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé un petit peu de Toriko, et à un moment, je vous ai listé tous les produits dérivés, animés, films OAV ou tout ça auxquels il avait eu droit. Et à un moment, je vous parlais d'un OAV. Et bien sachez que cet OAV, c'est un Lost Media. Toriko Capture the Barbarian Ivy est un animé spécial créé dans le cadre de l'événement Jump Super Anime Tour le 23 octobre 2010. Mais l'OAV, il n'a jamais été diffusé en dehors de l'événement après sa projection originale et il n'a jamais refait surface en ligne. Le film présente une histoire originale, comme c'est souvent le cas dans les OAV tirés de manga et d'animé. Donc une histoire qui est totalement inédite au manga original et à l'animé. Il y a des sites web qui indiquent que le film durait 40 minutes, mais cela n'a pas été confirmé. Pour vous dire, on ne sait même pas quel studio d'animation a produit l'animé. Les deux qui reviennent le plus sont Ufotable, ceux qui ont fait Demon Slayer, car ils étaient en charge du précédent OAV Toriko de 2009. Et la Toei parce que eux, c'est les principaux acteurs sur la série animée. Même si les raisons de sa non-sortie restent très floues, certains évoquent une histoire de droit perdue par Ufotable empêchant la sortie, mais encore une fois, c'est très très flou. Parce que effectivement, la Toei Animation, ils ont les droits sur l'animé, donc il y a... Je vous jure, il y a eu une lumière bizarre. Donc la Toei n'aurait eu aucun souci de droit pour Toriko, parce que c'est littéralement à eux en fait. Les seules archives restantes proviennent du magazine d'information du Super Anime Tour, mon cul là, remis à tous ceux qui ont assisté à l'événement dans les magasins Jump Shop partout au Japon. On a des chara-design des personnages, des ennemis, des décors, tout ça. Mais en dehors de ces quelques images et aussi de l'affiche, y a rien du tout. Que dalle. Et pire encore, c'est que j'ai même pas de synopsis à vous lire. Suzumi Bunet. Celui-là va être très court et je peux le résumer en une seule phrase. Le premier hentai de l'histoire est un Lost Media. Allez, on va rester un petit peu. Suzumi Bunet, c'est un court-métrage d'animation porno de 1932 réalisé par Hakusan Kimura et il est considéré comme le premier film d'animation porno de l'histoire du Japon. C'est pour ça que je parle de hentai en fait. Et le film raconte comment deux femmes marchant le long de la rivière Kanda tentent de séduire un capitaine. Le film avait un style de dessin similaire au style ukiyo-e et comportait plus de 15 000 dessins, ce qui est quand même vraiment excessif, surtout que le film durait 10 minutes. C'est pas beaucoup 10 minutes. Franchement, un film porno de 10 minutes, t'as les prélis et c'est tout quoi. Ah, mais qu'est-ce que je raconte ? L'animé, dont la production a débuté en 1932, devait être la première partie d'un film érotique en 2 cours, mais il fut saisi par la police avant d'être terminé, car il violait la loi sur la distribution de matériel obscène présente dans le code pénal japonais, et donc jamais sorti. La deuxième partie, elle a jamais été réalisée en raison de la pression du gouvernement et de la police. Au début des années 2000, la police de Tokyo aurait fait don de ce qui restait du film au Centre National du Film. La copie durait bien 10 minutes. Néanmoins, il n'y a aucune image qui fuit. La seule image qui est associée à cette histoire, c'est celle que je vous mets là depuis tout à l'heure, mais qui n'est pas du tout issue du court-métrage. C'est juste un autre des travaux de notre chère Asuka. Inazuma Eleven, Scale of Ares. J'ai la flemme de dire le titre en entier, donc je vais juste dire Ares. Ares est un jeu vidéo annulé basé sur la série animée du même nom, qui devait sortir en 2018 et 2019 sur Switch, PS4 et mobile. Si vous suivez un petit peu l'univers d'Inazuma Eleven ou que juste vous traînez sur le Twitter jeux vidéo, vous êtes forcément tombé sur au moins un post parlant du dernier jeu vidéo, Inazuma Eleven Victory Road. Simplement parce que ce jeu, il a suscité une hype, j'ai jamais vu ça, tout le monde en parlait, je voyais ça tous les jours, tout le temps, et d'autant plus que la bêta est sortie récemment sur console. Mais du coup, on va revenir un petit peu sur la genèse de ce jeu. Bon, concrètement, Ares devait sortir à l'occasion de la série du même nom car tout se passait dans le même univers. Il a été annoncé en 2016, accompagné au fur et à mesure de divers screenshots pour sortir en été 2018. On a également eu des prises de parole du PDG de Level 5, éditeur du jeu, sur ce qu'allait être globalement le jeu en ce qui concerne le gameplay, l'ambiance, la chronologie, etc., etc. Été 2018, le jeu est repoussé à l'automne 2018 sans raison particulière et à courant 2019 en Occident. Arrive ensuite automne 2018, là on a eu le droit à plein d'images du jeu. Tout ça pour être encore repoussé à l'hiver 2018, wesh. Et là en décembre 2018, on se dit tous que ouais, peut-être ça y est. Nous y est. Peut-être ça y est, nous y est, le jeu va sortir.
Le PDG de Level 5 va venir niquer l'ambiance et nous annoncer que le jeu il est encore repoussé à mai 2019. Le PDG de Level 5 a reconnu que le développement du jeu a été marqué par plusieurs incidents et erreurs de gestion. Le jeu, initialement prévu pour la Coupe du Monde 2018, a pris du retard en raison d'un démarrage tardif et d'une mauvaise estimation du temps nécessaire. Pour rattraper ce retard, Level 5 a fait appel à une société tierce, mais ça a foiré. Ils ont ensuite décidé de repartir avec une autre société, prolongeant ainsi le développement, rendant une sortie avant mai 2019 peu probable. En mars, on a le droit à du gameplay vidéo, enfin, mais bon, les bonnes nouvelles arrivent toujours à plusieurs, car on a eu le droit à un screenshot du jeu en septembre 2019. Et si vous avez bien suivi, le jeu il devait sortir en mai. Tout simplement car cette screenshot, c'était pour s'excuser car le jeu a encore été repoussé à 2020. Le jeu qui va d'ailleurs changer de nom pour s'appeler maintenant Inazuma 11 Heroes Great Road. Nous vous faisons attendre au sujet d'Inazuma 11 Great Road of Heroes depuis longtemps maintenant. Mais comme on peut s'y attendre avec le changement de moteur, entre autres choses, nous sommes face à des difficultés de développement. D'ici à avril, j'espère pouvoir annoncer notre programme et expliquer quand et comment nous comptons procéder. Merci de patienter encore un peu. Comme je vous l'ai dit, le jeu devait sortir accompagné de l'animé du même nom, mais en 2020, l'animé il s'est terminé quoi. Ce qui fait qu'en avril 2020, le jeu va être entièrement rebooté, repris de zéro. Libéré de la contrainte de devoir suivre la sortie de l'animé, le studio va embrayer sur une histoire complètement originale pour une sortie désormais estimée à 2021. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Oui, parce que en fait, comment vous dire, il aura suffi que d'un mois, un seul mois, pour que le jeu cette fois soit mis de côté quelque temps pour se concentrer sur le développement de Yokai Watch Jam, Yokai Academy Y. Le nom est nul. Les raisons commerciales évoquées sont simplement que la série animée est en cours de diffusion et divers produits dérivés étant en cours de production auprès de nos différents partenaires, nous avons choisi Yokai Watch Jam, Yokai Academy Y. Donc en gros, oui, concrètement, ils ont décidé de se concentrer sur le jeu pour pouvoir le sortir pendant la hype de l'animé. Sortir le jeu pendant la hype de l'animé. Pendant la hype de l'animé. Comme Ares. Tu te fous de ma gueule! Bref, le jeu de base Ares, lui, il sera complètement perdu et il subsistera que les images dévoilées au fil des années. Pourtant, Ares, il a eu le droit à des captures d'écran, des vidéos promo, des interviews et aussi ce trailer présenté au Tokyo Game Show de 2018. Et ce seront donc les seules archives du jeu puisqu'aucune version du jeu n'est connue pour avoir refait surface. Et on va pas se mentir, c'est impossible, étant donné que ce jeu a complètement été éclipsé par le prochain Victory Road. Evangelion, le live action. Evangelion The Motion Picture était le titre provisoire d'une adaptation live-action annulée de Neon Genesis Evangelion, un anime culte de 95-96, réalisé par Hideaki Anno et produit par le studio Gainax. L'histoire est digne d'un anime mecha des années 90, où on suit Shinji Ikari, un garçon de 14 ans, qui devient pilote d'un robot géant appelé Evangelion pour combattre des créatures monstrueuses appelées les anges, afin de sauver l'humanité au détriment de sa stabilité mentale. Au fur et à mesure de l'histoire, on comprend très vite que ça vire au drame psychologique, et c'est ce qui lui a valu un grand succès, et qui lui a attribué son statut de cultissimement culte. J'ai vraiment résumé du mieux que je peux, mais franchement, allez voir, c'est super cool. Le projet du film live action a débuté en février 2003, lorsque ADV Film, ancien distributeur anglophone de Evangelion, a signé un accord avec Gainax pour le développement, la production et le financement et l'exploitation possible d'au moins 3 films live action, 5 programmes télévisés et 3 produits cinématographiques en vidéo. Aucun de ces projets n'aboutira. Le film a été annoncé au Festival de Cannes 2003 lors d'un événement privé pour les professionnels du cinéma. Il devait être une production conjointe entre ADV Film, Gainax et Weta Workshop, célèbre pour son travail sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et le 21 mai 2003, ADV Film a confirmé l'existence du projet dans un communiqué de presse, déclarant qu'ils avaient déjà commencé le développement du live action. La production du film est estimée à 100 millions de dollars, soit un budget semblable à celui de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Tout ça, c'était des conneries. C'est dans les rêves fiévreux de quelqu'un. Vous vous en doutez, le développement, il a été désastreux dès le début. Malgré la publication d'illustrations conceptuelles, aucun casting, aucune équipe et aucun scénario n'ont été finalisés. Tiffany Grant, qui est la doubleuse anglaise d'Asuka, a confirmé que personne n'a jamais été approuvé pour le casting. En 2005, environ la moitié du budget a été levé, et la pré-production a quand même été soutenue par Robin Williams, qui est d'ailleurs un grand fan de l'anime, pour préparer un dossier de présentation pour attirer les investisseurs. Et ce dossier, il apparaît dans une vidéo où Robin Williams parle de l'anime. Dans ce dossier, il y avait, comme je vous ai dit, des concept art et tout ça, mais il y avait surtout une séquence de tests qui semblerait être en image de synthèse. Et c'est ce dossier qui est le lost media de l'affaire. On ne sait pas ce que contiennent les images de test, car elles n'ont jamais été publiées. Cependant, diverses rumeurs ont circulé au fil des ans.
Certains prétendent que les images de test montrent des Evangelion en images de synthèse, et que Robin Williams apparaît dans la vidéo en jouant le personnage de Gendo Ikari, le père de Shinji, bien que cela puisse être une confusion avec d'autres vidéos du dossier de présentation. Il existe d'autres concept art couvrant les conceptions des personnages, les concepts des Evangelion, la salle de contrôle, certains lieux, et même pourquoi pas des idées pour l'apparence des anges et les antagonistes principaux. Mais cette séquence de test, c'était la seule preuve qu'on avait tangible de l'existence de ce live action, parce que bon, les concept art c'est bien mignon. Et en 2009, les fans, ils ont capté. Ils ont capté que le film, il allait pas voir le jour de sitôt. Le déclin du marché américain de l'animé a conduit ADV Film à perdre une grande partie de son catalogue au profit de son concurrent Funimation. Avec ADV Film en grande difficulté, il est devenu de plus en plus difficile de trouver un soutien financier. Ce qui fait que le projet est malheureusement tombé dans l'oubli, malgré des producteurs dotés d'une assurance jamais vue, affirmant toujours que le film était en cours de production. Mais c'est pas fini. Ce qui va vraiment les achever, c'est qu'en 2011, ADV Film va intenter un procès contre Gainax après que le studio ait refusé de renouveler les droits d'ADV pour créer les autres projets qui étaient prévus. Bah gros, si tu fais rien aussi, on peut pas te faire confiance. Gainax a affirmé qu'ADV ne remplissait pas certaines conditions implicites nécessaires pour conserver les droits et qu'il pouvait refuser le financement s'ils étaient jugés inacceptables. Après ça, les fans s'en doutaient, mais là c'est officiel, le film live action, c'est mort de chez mort. Et malheureusement, Gainax a aussi fait face à des problèmes financiers, il a aussi perdu les droits d'Evangelion au profit du studio Kara, qui a été fondé par le réalisateur Hideaki Anno, qui comme je vous l'ai dit, travaillait sur Evangelion, et qui a malgré tout produit la superbe trilogie, je crois que c'est une trilogie de films Rebuild of Evangelion, qui sont vraiment pas mal, ceux que j'ai vus en tout cas. Et malheureusement, récemment là, en juin 2024, le studio Gainax va fermer ses portes définitivement. Au final, il ne restera du film que des chara design et des concept art. La vidéo test, elle est perdue à jamais, tout comme le projet. Dragon Ball Buchigiri Match. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien Dragon Ball. Mais j'ai pas envie de le montrer, c'est pour ça que j'essaie d'être discret. Ce genre de grand farceur. J'ai joué à pratiquement tous les jeux issus de Dragon Ball, vraiment tous. À part vraiment ceux qui sont très très rétro, mais sinon j'ai joué à la grande majorité des jeux. Petit Rototo qui vient. Et pourtant, je me suis rappelé d'un jeu Dragon Ball auquel j'ai jamais joué et qui est très récent, Dragon Ball Buchigiri Match. Dragon Ball Buchigiri Match était un jeu de cartes sur navigateur qui se pouvait jouer en PvP, lancé au Japon en mai 2018 et qui a fermé en mars 2020, à peine un an. Chaque joueur avait à sa disposition un jeu de 8 cartes maximum et une barre de points de vie. Le premier joueur à vider la barre de vie de l'adversaire gagne. C'était un 2D gacha avec des tirages, des systèmes de cartes, de rareté, tout ça, de compétences, etc. Un peu comme Dokkan Battle. Mais malheureusement, lui, il va fermer très vite parce qu'il n'était pas du tout lucratif. Et le jeu est rapidement tombé dans l'oubli malgré quelques subreddits dédiés. Le jeu propose quand même pas mal de vidéos de gameplay et des guides et des traductions sur YouTube. Mais le serveur, lui, il est complètement mort, quoi, on peut plus accéder au jeu. Et malgré son public dévoué, il n'y a aucune tentative qui a été faite pour rétablir les serveurs. Et comment vous dire qu'il existe pas mal de jeux dont les serveurs ont fermé, hein. Là, je pense par exemple au jeu Naruto, j'ai oublié le nom, mais qui était vraiment très cool, qui avait malheureusement fermé, et ça avait créé un tollé chez les fans de Naruto, parce que le jeu était vraiment cool, et même moi j'avais bien kiffé le jeu. Et voilà, j'avais envie de parler de celui-là, parce qu'il est très très méconnu, et parce que j'adore Dragon Ball. Abonnez-vous. Alors, bon, je vous ai menti. C'est pas la dernière partie de la vidéo. Vous doutez bien qu'on va pas finir sur un sujet aussi nul. La semaine prochaine, je sortirai une partie 3. Et cette partie 3 va traiter des Lost Media, dont l'existence n'est même pas sûre, n'est même pas confirmée. C'est des Lost Media où, pour le coup, il y a même très peu d'images ou de preuves de leur existence. Et j'espère vraiment que le concept vous plaît. Je peux pas le savoir du coup, puisque je tourne les 3 à la suite, donc je vais supposer que ça vous plaise. Et voilà, la troisième partie va arriver. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et on se dit, joyeux Noël.